Vous écoutez Cinéphiles de notre temps. La cinéphilie de notre invité semble s'investir dans le temps long. Tout d'abord par sa pratique, en tant qu'enseignante-chercheuse en études visuelles. On peut aussi citer son travail de thèse sur le corps utopique, qui lui a pris 10 longues années de sa vie et dont la problématique s'étale sur plus d'un siècle d'images. Dans la cinéphilie de notre invité, on trouve des films et des séries qui durent, que ce soit dans leur durée même, mais également dans leur temporalité. Par exemple, des séries ou des motifs qui se répètent et reviennent au fur et à mesure des décennies. Ou encore dans l'utilisation des images qui les constituent. Certains films contiennent des archives vieilles d'une centaine d'années. Mais ce sentiment de durée n'est pas incompatible avec une activité au présent qui observe et questionne l'actualité la plus brûlante. Par son travail de critique, d'abord sur le site Criticat, Débordement ou la revue Trafic, puis plus récemment en Cahiers du cinéma ou chez Panthère Première. Mais aussi par son activité de programmatrice au Festival du cinéma du réel et au Festival du film français de Stockholm. Alors bienvenue, Alice Leroy. On est très heureux et heureuse de vous accueillir aujourd'hui à notre micro et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors comme c'est de coutume, on va commencer par une petite citation surprise. Je crois qu'il n'y a jamais eu un seul cinéma expérimental. Ça n'existe pas. Ce serait comme dire qu'Apollinaire est un écrivain expérimental. On continue à écrire l'histoire du cinéma avec une terminologie obsolète, et désolé de le dire, mais en grande partie, c'est à cause de certains critiques français très importants comme Bazin, pour qui le cinéma se réduisait au cinéma narratif. Vous imaginez un grand critique littéraire pour qui la littérature se réduirait au roman ? Et alors c'est une citation de Jonas Mekas, dans un entretien qu'il avait accordé à SoFilm il y a quelques années. Alors est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te fait réagir aussi ? Oui, ça me parle. D'autant plus que Mekas, même s'il s'en défend, il parlait depuis sa paroisse, depuis ces lieux incroyables qu'il a construits, que ce soit la Filmmakers Cup à New York ou bien ensuite l'Anthology Film Archive. Et il défendait aussi un cinéma, on pourrait dire marginal par rapport à l'industrie et par rapport à, disons, des cinémas plus dominants. Et il me semble que c'est un constat et une position qu'il prend qu'on pourrait généraliser à d'autres types de cinéma dits minoritaires. Et par exemple, le documentaire, qui est un champ dans lequel moi je travaille beaucoup, et je trouve souvent dommage de voir l'étanchéité et même l'absurdité des catégories, mais qui sont des catégories qui s'appliquent de manière très concrète dans, par exemple, les modes de financement du cinéma, qui sont pas du tout du même ordre si vous faites de la fiction ou du documentaire, et encore plus si vous faites du cinéma expérimental pour lequel il y a pratiquement pas de guichet. Et je crois que du coup, ces catégories-là, qui sont pas seulement des catégories critiques, quoi qu'en dise Bazin, quoi qu'en dise Mekas, et qui sont pas seulement imputables à Bazin, qui lui, je pense, était aussi quelqu'un de curieux et d'ouvert aussi à des formes non narratives. Je crois que en fait, ces catégories-là, on les subit surtout de la part d'un système institutionnel qui a du mal à s'adapter à la diversité des formats et des écritures. Et qui rejaillit après sur les manières de voir les films. Oui, tu veux dire dans les festivals et dans la façon dont ils sont programmés ? Oui. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé des propositions. Je me souviens, adolescente, en fait, j'allais à des ciné-clubs dans lesquels on pouvait voir dans la même soirée, je sais pas, par exemple un film de Jonas Mekas et un film de Fellini. Et j'aimais beaucoup l'idée qu'on puisse circuler entre des formes comme ça très 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 hétérogènes, et entre lesquelles pourtant il passait quelque chose d'une histoire de la couleur, ou bien voilà. Il y avait des liens à faire de toutes les manières. Mm-hmm. Des liens peut-être d'ordre esthétique, mais de ce point de vue-là, en fait, ma paroisse, c'est plus celle de l'esthétique que de l'histoire, si on veut. On t'a demandé d'abord, en référence à
ta longue thèse, si tu étais un corps au cinéma. Alors, c'était un petit peu une question piège, ça. Et tu nous as répondu. Alors, je me permets de te citer parce qu'elle était assez longue et assez chouette, ta réponse. Tu nous as dit, disons que si on considère que le corps n'est ni le personnage, auquel cas j'aurais choisi un personnage féminin d'un film de Samuel Fuller, par exemple, dans Pick Up on South Street, que ce soit ni le corps de l'acteur, auquel cas j'aurais choisi Gina Roland, particulièrement quand elle est ivre chez Cassavetes, alors tu serais le corps de Fantomas. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du corps de Fantomas ? Le principe de Fantomas, c'est qu'il est tout le monde des personnes. Et c'est ça qui le rend aussi fascinant. Et comment tu l'as découvert, ce film ? Comment je l'ai découvert ? Je sais plus comment je l'ai découvert. Je pense que je l'ai découvert plutôt assez tard et plutôt en faisant des recherches, quoi. Plutôt en travaillant. Alors, sans doute pas à la thèse, parce que Fantomas, c'est pas dans ma thèse et je le regrette beaucoup parce que ma thèse traite beaucoup de fantômes et je pense qu'il y aurait eu complètement sa place. Maintenant, une thèse, il faut qu'à un moment ça s'achève et ça serait devenu beaucoup trop encyclopédique, je pense. Mais je pense que je l'ai découvert parce que je m'intéressais beaucoup à des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé ensuite, aux images disons policières, à l'usage des technologies, des dispositifs optiques, à la fois par la police et puis par d'autres institutions judiciaire, disons tout ce qui relève de ce que Alan Sekula, qui est un des grands, enfin à mon avis à la fois un super cinéaste et photographe et puis aussi un théoricien génial de la photographie, parce que lui il a appelé une archive négative, c'est-à-dire toutes ces images qui étaient faites non pas dans un but honorifique, pas comme quand vous allez vous faire photographier chez un photographe pour avoir un beau portrait de vous, mais qui étaient subies en fait par les sujets photographiés. Et je trouve que toute cette histoire de l'anthropométrie judiciaire, de la photographie institutionnelle dans les asiles, dans les commissariats de police, je trouve qu'elle raconte aussi une histoire des techniques, une histoire des médias qui servent aussi des buts politiques. Et notamment la naissance de ce grand procès de discipline et de surveillance des corps. Et donc voilà, c'est l'histoire de Bertillon dans les années 1880 qui crée les premiers fichiers anthropométriques au sein de la police. Et je trouve que tout à coup, la réponse à ça, c'est Fantomas. C'est le Fantomas d'abord dans la littérature, mais en fait qui est presque immédiatement adapté par Feuillade au cinéma. C'est une sorte de super-héros, parce qu'à l'époque, je crois que ça fait des millions d'entrées. C'est une figure qui va influencer, je sais pas, non seulement Fritz Lang qui passe à Paris, qui voit Fantomas sur les écrans, et je pense que Mabuse, il doit aussi beaucoup à Fantomas, même si pour moi, il est nettement moins séduisant. Et puis, mais c'est pareil, c'est-à-dire c'est des espèces de grands criminels modernes qui sont à la fois le reflet cauchemardesque de leur époque et en même temps qui sont la réponse ludique et joyeuse un peu. En tout cas, la réponse féroce, quoi, à une sorte d'hyper surveillance des sociétés. Et en même temps, voilà, je pense que je le tords un peu à ma sauce parce que bon, Fantomas, c'est pas non plus la bande à Bono, c'est pas un anarchiste. Feuillade, je crois d'ailleurs Feuillade était plutôt un type de droite, mais donc Feuillade était pas tellement, on fait pas une sorte d'icône révolutionnaire politique, ou quoi que ce soit. Il ne le glorifie pas. Et après, en même temps, je trouve qu'au tout début du premier épisode, il y a quelque chose d'assez beau qui cristallise quand même ce qu'on pourrait projeter sur Fantomas, c'est qu'on voit l'acteur, enfin, on voit tous ces visages dans une espèce de surimpression comme ça. Et je trouve que ça résume assez bien. Ouais. Bah ouais, c'est le côté un petit peu transformiste du personnage. Et moi, j'aime bien ces héros qui pratiquent le travestissement comme ça à outrance et qui jouent des codes visuels, des codes sociaux aussi. Et d'ailleurs, Fritz Lang reprend pratiquement la même chose avec Mabuse au début du film, qui joue avec les cartes qui sont autant d'identités possibles. Et voilà. Après, j'aurais pu dire les vampires aussi, parce que j'aime beaucoup la suite de Fantomas, quoi. J'aime beaucoup les vampires. Et qu'en plus, c'est à l'avantage d'être un collectif, et c'est une chose qui me plaît pas mal. Alors, c'est parfait, parce qu'on va passer
du particulier au collectif, puisqu'en deuxième question de ton portrait chinois, on t'a demandé si tu étais une foule au cinéma. Et alors là, pareil, tu nous as donné une réponse assez politique, parce que tout de suite, tu nous as dit que tu serais peut-être une foule de communards ou une foule de Parisiens sous la Révolution française, et tu nous as quand même constaté qu'il y avait peu de grands films, notamment en France, qui parlaient de ça, à l'exception peut-être de La Commune de Peter Watkins. Vous savez, il y a ce film terrible là produit par le Puy du Fou qui sort cette semaine, je crois, ou la semaine prochaine. Mais en fait, ça me conforte dans cette idée que en fait tous les films qui traitent de la Révolution française sont des films réac. Enfin, c'est fou d'imaginer que pour un événement historique qui est tellement fondateur pour nous, je veux dire même pour notre démocratie, dans la société dans laquelle on vit, et qui a un référent si important. Je veux dire, même les gilets jaunes ont arboré sur leur dos des références à je sais pas, à la Révolution française, à la guillotine, voilà. Et il n'existe pas vraiment de grands films qui célèbrent la Révolution française. Tous la dénoncent, quoi. Et même la dénoncent de manière virulente. Et je trouve que c'en est presque comique, quoi. Quand, je sais pas, tu vois le Madame du Barry de Lubitsch, enfin, je regarde comme la foule est dépeinte dans ce film-là. C'est effrayant, en fait. Ou le film ultra réac d'Anthony Mann sur la terreur, Black Book, enfin c'est Robespierre, l'affreux communiste, on pourrait dire ça. Et même du côté des soviétiques, je trouve alors qu'on pourrait attendre ici que la Révolution française soit une espèce de modèle, il y a pas de grand film sur la Révolution française parce que mais peut-être parce que d'abord c'est une révolution qui est trop incarnée par des personnages et que du coup se poserait la question de en gros, qui est-ce que tu assimiles Danton ou Robespierre et est-ce que ça devient pas dangereux du coup de faire un film dans lequel, je sais pas, Staline, Lénine se rapporteraient aux figures de Danton, Robespierre ou je sais pas quoi. Et puis parce que peut-être les soviétiques, ils ont, je sais pas, je pense à Eisenstein ou des cinéastes comme ça, ils ont plutôt cherché des films des histoires, des référents qui traitent de la foule plus que de personnages historiques. D'où peut-être le fait qu'ils soient meilleurs sur la Commune ou il y a La Nouvelle Babylone, par exemple, que je trouvais un film intéressant sur la Commune. Mais voilà, et du coup, j'ai perdu la question. Et alors, donc tu nous as quand même répondu éventuellement par le film de Peter Watkins. Ah oui, moi j'aime beaucoup les films de Watkins. Oui, qui sont très politiques. J'aime bien celui-ci, j'aime bien la façon dont en fait, le film actualise dans sa proposition d'écriture et de tournage collaboratif, quoi. Oui, c'est très particulier comme manière, comment il a produit et fabriqué son film. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu parce que c'est assez inédit dans l'histoire du cinéma. En gros, je sais pas. En gros, à l'invitation je pense d'Armand Gatti, il se propose en quelque sorte, on pourrait dire rejouer. En anglais, on parle de reenactment. Il se propose de rejouer en fait les derniers jours de la Commune. Je pense juste avant la semaine. Le film commence après la semaine sanglante, au moment où tout est terminé, mais en faisant appel d'une part à des comédiens non professionnels et surtout en étant dans une sorte de distance vis-à-vis de l'événement historique lui-même, puisqu'il ne s'agit pas en quelque sorte de faire un film d'histoire, un film de costume, mais plutôt d'interroger les modalités de représentation et d'inscription dans l'histoire de la Commune à partir d'un dispositif médiatique que Watkins a souvent mise en œuvre dans ses films. Il y a une manière de chaque fois remettre en jeu de manière critique la place et le rôle des médias. Et ici, donc, ces événements de la Commune nous sont racontés à travers deux dispositifs. Celui d'une télévision communale, et puis, donc, qui est comme ça immergé dans les événements dans un quartier du 11e. Et puis celui d'une télé versaillaise qui est avec c'est génialement interprété par Laurent Roth, le cinéaste, qui, à mon avis, fait signe de ses meilleures performances d'acteur, qui est le journaliste de droite, on pourrait dire, de cette télé versaillaise. Et je trouve que le film est passionnant à la fois dans tout ce qu'il met en œuvre comme proposition esthétique et politique, et aussi comme manière de se ressaisir d'un événement historique.
Et puis aussi, ce que j'aime dans le film, même si c'est peut-être, j'imagine, un peu douloureux pour Watkins, c'est la façon dont finalement il se fait prendre à son propre piège, puisque le film est une œuvre collective. À un moment, il est débordé par cette foule de gens qu'il a réunis sur un plateau et qui à un moment contestent son autorité de cinéaste et décident qu'ils sont pas d'accord avec la façon dont lui raconte l'histoire et la place qu'il donne à chacun. Il y a notamment, je crois, une révolte de l'Union des femmes qui était donc il y avait une place très importante des femmes dans la commune. On l'a ça a ensuite été caricaturé par des historiens qui les ont appelées les pétroleuses, mais l'Union des femmes, c'est une part importante de cette histoire-là. Et ce que je trouve fascinant, c'est que dans l'histoire du tournage de Watkins, c'est le groupe des femmes qui se révolte. On t'a demandé ensuite si t'étais une carte ou un territoire ou une frontière au cinéma, à laquelle serais-tu? Et là, tu nous as cité 2 films expérimentaux. Il y a le film de Daiichi Saito, Earth, 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 et le film de Stan Brakhage, Doc Starman. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces 2 films qui ont, je trouve, un peu en commun un peu le thème de la métamorphose, un territoire qui est à la fois, en tout cas pour le film de Daiichi Saito, qui est le même paysage, enfin qui filme le même paysage, c'est-à-dire les déserts d'Amérique du Sud, je crois au Chili, en Argentine, mais qui est toujours différent. Oui, alors c'était aussi une manière de botter en touche sur la question, parce que je savais pas, enfin, je trouve que la question de la carte, du territoire, de la frontière, c'est très large. C'est délicat. Et puis du coup, ça me permettait de parler de cinéastes que j'aime bien, qui sont très différents, parce que Stan Brakhage, c'est un peu un monument du cinéma expérimental. Et Daiichi Saito, c'est un cinéaste très contemporain. Enfin, il était à Paris en juin dernier. Voilà, à l'invitation de Lightcone, et qui a projeté ses films en pellicule. Et c'était, je trouve que c'est des moments dans lesquels l'expérience de la salle s'avère indispensable. Je sais pas bien comment le dire autrement, mais par exemple, je trouve qu'il faudrait presque une cinémathèque Alors, il y a des séances de cinéma expérimentales, heureusement, à la Cinémathèque française aussi. Mais je sais pas, moi, je rêve un peu d'un lieu comme l'Anthologie à Paris, qui permettrait de voir ces films-là, de cette histoire-là, dans les dispositions qu'ils méritent. Et voilà, et ce que j'aime en fait aussi bien chez Brakhage, alors même si le parallèle entre les deux est pas évident à construire, sinon peut-être dans la façon dont il travaille un médium qui est celui de la pellicule, pour en explorer, disons, toutes les possibilités esthétiques dans une manière d'essayer d'approcher au plus près ce qu'on pourrait grossièrement appeler une écologie des images, parce que ce serait aussi qu'un rapport à tous les éléments du vivant, d'une expérience aussi du monde, mais dans ce qu'il aurait de plus concret, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'inscrit dans un paysage, comment est-ce que on se rapporte aussi à une expérience un petit peu presque cosmique du monde. Et il y a cette dimension-là chez Brakhage qu'on pourrait caricaturer, parce que... C'est ça, parce que pour Brakhage, tu nous as dit particulièrement la forêt dans Doc Starman. Donc la forêt sous la neige, avec cet homme qui part couper du bois et qui a l'air de lutter contre les éléments de façon un petit peu burlesque même. Ouais. Mais moi, j'aime bien chez Brakhage son rapport à la nature, qui est à la fois une sorte de... qui est une sorte de reprise un petit peu romantico-beatnik de un petit peu tous les transcendantalistes américains, d'un truc à la Walden, et en même temps qui assume aussi quelque chose à l'image de ces films, quelque chose d'un peu improvisé, et aussi d'une sorte d'enfant des bois, quoi, de quelque chose une sorte de sauvagerie, mais un peu enfantine, qui maîtrise pas exactement ses outils, que ce soit ceux de la caméra ou des outils plus traditionnels. Il y a des films qu'on découvre par hasard et qui nous marquent,
d'autres qu'on attend de voir depuis longtemps et qu'on fantasme. Notre invité nous raconte sa rencontre avec 2 films appartenant à cette dernière catégorie. Candy Mountain de Robert Frank et Rudy Wurlitzer et Running on Empty de Sidney Lumet. J'ai l'impression, il y a des films parfois dont on entend parler mais qu'on n'a pas vu et qu'on attend de voir. Et je pense que, par exemple, Candy Mountain, pour moi, c'est ça, c'est un film comme ça. Alors, j'avais déjà vu des films de Robert Frank et Rudy Wurlitzer, d'ailleurs, je connais pas d'autres films qu'il ait fait. Je crois qu'il a inspiré le scénario de Macadam de Voix, mais j'ai rien vu d'autre de lui. Mais Robert Frank, j'aime beaucoup son travail de cinéaste et aussi de photographe, même si je pense que son travail de photographe, il a été très commenté et reconnu, et que c'est pas ce qui m'a intrigué le plus chez lui. Mais c'est drôle parce que, Candy Mountain, moi, j'ai longtemps. Alors, on me l'avait un petit peu fait miroiter comme un film avec que des grandes figures de la musique contemporaine. Et puis il y avait notamment Joe Strummer qui est une de mes idoles. Donc je rêvais de voir ce film-là pour Joe Strummer. Mais dans ma tête, Candy Mountain, c'était, je sais pas, je pensais que c'était un film sur l'héroïne ou sur la drogue. Mais en fait, pas du tout. Puisque c'est l'histoire d'un garçon qui un petit peu part à la dérive, en quête d'une sorte de guitare originale. Je me souviens plus exactement de l'histoire, je crois qu'elle a pas vraiment d'importance. Mais c'est totalement un prétexte, en fait, cette histoire. C'est ça qui est assez drôle. Et au fond, je pense que d'ailleurs, en y réfléchissant, là, ce qui m'en reste, c'est la séquence avec Joe Strummer, qui est un petit peu à contre-temps, un peu à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer de Joe Strummer, parce que il est tout sauf lui. Et puis, c'est ces espèces d'images d'errance, quoi, d'un personnage un peu à la dérive, mais peut-être j'aurais pu dire la même. Moi, c'est un peu un film à la Scarecrow je sais pas si vous voyez le film de Jerry Chatzberg. C'est ça, l'épouvantail, ouais. En français. Et où en fait, à un moment, tu perds presque le fil de cette dérive et tu sais plus bien pourquoi tu es là avec eux, mais et puis je sais pas, c'est des films qui te renvoient à un peu aussi à des abîmes de ta propre existence, quoi. Donc j'aime bien des films dans lesquels tu perds un peu l'argument narratif. Il y a une certaine nonchalance aussi qui fait un peu penser peut-être au premier film de Jarmusch, ouais. Je trouve. Il y a quelque chose comme ça dans ce rythme, dans cette vrai. façon de marcher ou d'avancer, mais pas vraiment. C'est vrai, plus. même si chez Jarmusch, je trouve qu'il y a toujours eu ce côté un peu poseur qui me rend les films plus hermétiques. Où j'ai l'impression qu'on est tellement dans cette reprise. Ouais. Et je sais pas. Et puis je trouve que mine de rien, il y a en fait quand même dans Candy Mountain, il y a quand même le deuil d'une utopie, quoi, qui était celle de la Beat Generation, qui était celle de la contre-culture américaine. C'est un film, je sais plus quand il est fait, mais je pense dans les années 80. 87. Ah voilà, donc c'est quand même assez. En fait, c'est quand même le moment où c'est le moment du sida, c'est le moment de Reagan, c'est le moment où on enterre en fait tout ce qu'avaient été les rêves de la contre-culture des années 70. Et j'ai l'impression que le film est quand même aussi très marqué par ces deuils-là. Et en plus, alors ça n'a rien à voir parce que je pense que c'est... Mais je crois que Wurlitzer et Frank, ils ont perdu des enfants. Et je sais même pas si c'est au moment du film, mais en tout cas, moi, le film me parle aussi aussi d'une nonchalance, mais qui est peut-être aussi un certain rapport au deuil et à la mort. Et alors, est-ce que tu te souviens dans quelles conditions exactement tu l'as découvert, celui-là, ou c'est flou, ça aussi Non, celui-là, je sais plus. Je sais, c'est un peu comme les films de Robert Kramer. J'en ai beaucoup entendu parler avant de les voir, et du coup, c'est des films que j'ai beaucoup imaginés, comme Milestones, par exemple, mais parce que c'était lié à c'est des films qui, pour moi, étaient liés à des personnes ou à en tout cas, des espaces, et dont les avis étaient importants pour moi. Et du coup, c'est vraiment des choses d'adolescence, quoi, quand tu te fies à des paroles un petit
qui incarne pour toi une forme d'autorité sur ce que devrait être l'histoire du cinéma ou ce genre de choses. C'est totalement différent, par exemple, je sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai répondu Running on Empty, parce que pour le coup, c'est pas du tout un film de passation. C'est un film que j'ai vu un peu par hasard quand je faisais mes études à Lyon. Je devais être abonnée à l'Institut Lumière et j'ai dû y aller. Je sais même pas si c'était pour Sidney Lumet ou voilà. Et je me souviens en fait, ce que j'adore dans le film, c'est non seulement l'histoire, parce que je sais pas si vous connaissez, mais donc c'est une histoire c'est un couple qui, en quelque sorte, fuit les autorités. On pourrait dire que c'est 2 anciens membres des Weathermen, qui est ce groupe terroriste, mais qui n'a jamais tué personne. Donc d'extrême gauche aux États-Unis, et qui a 2 enfants. Et donc, dans leur fuite perpétuelle pour échapper à la police, ils sacrifient en quelque sorte les chances de leurs enfants. Et puis, c'est la révolte du fils aîné qui va finalement choisir d'intégrer une grande école de musique et renoncer à cette vie avec ses parents. Et il y a 2 scènes que je trouve hyper belles. Il y a une scène au restaurant où la mère est face à son père et elle revient sur ses engagements politiques et comment est-ce qu'ils ont pu contrarier ses aspirations familiales. Enfin, les choix qu'on fait et l'impact de ces choix sur sa famille et sur ses proches. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est une scène sans aucune violence, mais qui dit de manière très claire l'importance des choix et leurs conséquences. Et leurs conséquences parfois douloureuses sur les personnes qu'on aime. Et l'autre scène que je trouve hyper belle dans le film, c'est la scène où ils se mettent tous à chanter Fire and Rain de James Taylor dans la cuisine, que je trouve hyper belle, parce que je sais pas ce qu'elle me raconte, mais je trouve que tout à coup le film bascule dans quelque chose que peut-être qui est proche de moi, et du coup ça me parle. Mais c'est un moment qui m'est resté très très fortement qui est resté très fortement en moi. Lorsque nous avons demandé à Alice quel fantôme de cinéma la hantait, elle nous a proposé une plongée dans les fantasmagories et le proto-cinéma du XVIIIe siècle, à travers le personnage haut en couleur qu'était Étienne Gaspard Robertson. Du coup, c'est pas vraiment un fantôme, puisque son projet, c'est plutôt de faire apparaître des fantômes. La fantasmagorie, étymologiquement, c'est ça, c'est faire parler des fantômes. Mais moi, j'adore j'adore à la fois la figure de Robertson, qui est pas du tout, qui est pas du tout anglais comme son nom le laisse entendre. Hein. C'est un Belge qui est né à Liège, oui. qui était précepteur d'enfants d'aristocrates et qui arrive à Paris sous le nom de l'abbé Robert pour éduquer des enfants de l'aristocratie. Et au départ, il passe le plus clair de son temps en dehors de Paris, puisqu'il fuit Paris avec la famille à laquelle il est attaché, quoi. Et il regarde au début ce mouvement révolutionnaire avec une sorte de crainte un petit peu une sorte de distance, puisqu'il n'est pas du tout dans le camp des révolutionnaires. Et puis en fait, à un moment donné, je pense qu'il va basculer de l'autre côté, peut-être moins par conviction que par opportunisme, mais en tout cas il revient à Paris et il s'établit, je crois, d'abord rue de l'Échiquier, puis ensuite il va mettre la main sur le couvent des Capucines, puisque tous les couvents le clergé a perdu tous ses biens, et que ça lui donne un décor rêvé pour inventer un lieu, je vais dire, de débauche, mais c'est pas du tout de la débauche, un lieu de spectacle. C'est du cinéma d'horreur avant l'heure, quoi. Et je trouve que cette histoire-là, elle est fascinante, à la fois dans ce qu'elle élabore comme dispositif spectaculaire, mais aussi
à travers le contexte historique dans lequel elle s'inscrit. Parce qu'en fait, on est au moment en fait où Robertson lance ses spectacles en faisant la publicité dans les journaux de l'époque et avec des encarts qui sont incroyables où tu as l'impression que c'est une sorte de messe noire, un truc. Et ça coûte quelques sous parce qu'il faut évidemment que ça lui rapporte. Mais en fait, je trouve que c'est presque une scène politique aussi, la fantasmagorie. C'est ce qui m'intéressait là-dedans, c'est le fait qu'on est juste après, quand il commence, en fait, c'est le moment de la Convention, on est juste après la Terreur. Et il faut imaginer comme Paris a été littéralement couvert de sang pendant la Terreur et comment en fait les gens sont dans un état de fébrilité où tout le monde a perdu un proche et puis en même temps il y a tous ces personnages publics qui ont été guillotinés. Et du coup, la fantasmagorie, ça devient une sorte de bulle, d'espace-temps dans lequel on peut faire revenir à la fois des personnages publics. D'ailleurs, ce qui a failli coûter sa tête à Robertson, c'est qu'à un moment, il a fait parler Louis XVI, ce qui n'était pas du tout une bonne idée. Dans le contexte de l'époque. Et puis, en fait, il y a aussi des gens très éplorés qui demandent à faire revenir un parent, un frère, un époux. Presque comme du spiritisme, des séances de Oui, c'est spiritisme, vraiment de cet quoi. ordre-là aussi. Sauf que lui, il sait très bien quel rôle il joue. a, oui. Ouais. Et alors, est-ce que tu connaîtrais un film où plane encore l'ombre de Robertson ou pas? Ou c'est trop difficile comme question, là, c'est vraiment... Non, il y a un film, ça n'a rien à voir, mais un film que j'aime beaucoup, de Michael Powell et Emmerich Pressburger, qui s'appelle A Matter of Life and Death, une question de vie ou de mort, qui est un film dont moi j'ai pas mal traité en recherche, mais qui est un film que j'aime bien les films de Powell et Pressburger, et particulièrement celui-là, puisque c'est une histoire complètement improbable. C'est un film de 1946, qui est un film de commande, qui se passe donc en Angleterre, et comme à ce moment-là l'Angleterre est occupée, enfin il y a un gros contingent d'Américains et qu'il y a plein de tensions entre les Américains et les Anglais, c'est un film qui est censé un peu réconcilier les deux camps. Et donc c'est l'histoire d'un pilote anglais qui au retour d'une mission en Allemagne s'écrase dans la Manche. Et en fait, au lieu de mourir, il se réveille complètement indemne sur une plage et il tombe nez à nez avec l'opératrice américaine, voilà, puisque c'est le but du film, qui est la dernière personne à qui il a parlé par radio. Et donc il tombe évidemment instantanément amoureux, jusqu'à ce que leur idylle soit interrompue par un envoyé céleste qui explique que en fait il aurait dû l'emmener au ciel, mais qu'à cause du brouillard anglais, il l'a raté et qu'il faudrait que le type comprenne qu'en réalité, il est mort, quoi. Et il se trouve que cet envoyé céleste, c'est un personnage du XVIIIe siècle avec la tête guillotinée. Et donc, c'est très, très littéralement une sorte de figure fantasmagorique qui revient comme ça. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. Et maintenant, place à la carte blanche de notre invité, la fin du film Des places dans des villes, de la réalisatrice allemande Angela Schanelek. Angela Schanelek, je l'ai découverte au FID, le festival de cinéma à Marseille, donc assez récemment, il y a 2 ans. Et c'est une cinéaste qui a une œuvre importante, mais qui, comme souvent les femmes cinéastes, a peut-être pas la reconnaissance qu'elle mérite, je crois qui est plus connue en Allemagne qu'ici. Mais en fait, ce que j'aime dans les films d'Angela Schanelek, c'est peut-être leur rythme et la façon dont ils sont construits. C'est marrant parce que je l'avais rencontrée pour un entretien et la première question par rapport à, donc pas ce film-là, mais à ce qui était son dernier film, qui s'intitulait J'étais à la maison, mais 3 petits points. Et je lui avais demandé quel était le point de départ du film, parce qu'avec alors le titre, je crois, faisait référence
un film d'Ozu. Enfin, elle avait expliqué qu'il y avait toute une Généalogie un peu. Ouais, une généalogie du titre, mais qui était, je crois pas que le titre est venu en premier. Elle était partie de l'image de cet enfant qui rentre à la maison après avoir disparu, mais sans qu'on sache exactement pourquoi il était parti, sans que ça devienne l'enjeu narratif du film. Et je trouvais intéressant la façon dont elle était incapable de vraiment de répondre à la question, de dire en fait comment elle écrivait ses films et quel en était le point de départ. Et par exemple, j'aurais du mal à raconter ces films. Et par exemple, là, la fin de Plätze in Städten, enfin des places dans les villes. Je sais que donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est peut-être une lycéenne en Allemagne, qui au début du film, du coup d'ailleurs regarde un film d'Eustache à l'école et qu'il y a plein de fils en fait qu'on pourrait tisser entre elles et puis la rosière de Pessac, mais en même temps ces fils-là ils sont jamais ni dépliés ni explicités. Et puis après elle part en voyage scolaire en France et enfin tout ça se trame très doucement sur le rythme un peu indolent d'une sorte de un petit peu de fuite un peu mélancolique. T'as l'impression que ce personnage il fuit quelque chose mais sans lui-même savoir quoi. Et puis finalement en fait quand elle rentre, elle se rend compte qu'à un moment elle se rend compte qu'elle est enceinte et du coup elle retourne à Paris en fait avec le projet de revoir le garçon qu'elle a connu là-bas. Et puis quand elle arrive chez lui, il y a personne. Alors elle attend dans la cage d'escalier, elle s'assied. Et puis les heures passent, enfin le temps passe en tout cas. Je sais plus, peut-être qu'elle va dehors à l'arrêt de bus, je sais plus, peut-être qu'elle ressort qu'elle est à l'arrêt de bus et qu'elle le voit rentrer. Ouais. Et qu'elle le suit chez lui. Et qu'en fait au moment de frapper à la porte et d'arriver à ce qui serait un dénouement, et elle reste sur le palier et elle regarde en fait le garçon chez lui à travers la vitre du palier. En fait, je trouve que alors c'est une chose qu'on retrouve dans d'autres films. Elle a fait un film là dont évidemment c'est là que tu vois ma mauvaise mémoire. Elle a fait un film qui se passe à Marseille sur aussi une femme qui a une sorte d'accident, je sais plus d'ailleurs en fait. Mais qui s'appelle Marseille d'ailleurs. Ouais, et alors je sais plus exactement ce qui arrive à cette femme, mais en tout cas elle est victime ou témoin d'une sorte d'agression mais sans que ça devienne jamais l'intrigue, enfin un enjeu en fait dans le schéma narratif du film et les choses restent toujours en suspens, c'est-à-dire que les choses restent rien ne se résout jamais et je trouvais ça assez beau, même par exemple dans un autre film. Alors par contre là je vais de parallèle en parallèle, mais elle a un autre film dont j'ai à nouveau oublié le titre, qui est un de ses premiers films où c'est une sorte de ménage à trois, c'est-à-dire c'est un mec qui quitte une fille pour sa sœur. Et quand je dis le pitch comme ça pourrait paraître sordide et ça pourrait donner lieu à quelque chose d'insupportable. Et en fait, c'est tout le contraire parce que tout à coup, en fait, cette situation va être l'occasion pour les personnages et notamment pour les personnages féminins de creuser la nature de leur relation et de leur amour de sœur. Et ça, je trouve que souvent les films de Chanelec, ils t'emmènent dans des endroits d'émotions qui sont totalement inattendus et presque innommables au fond en fait de ce qui te lie à la fois à des personnes, à des moments de quotidien. Et pareil, là, j'oublierai les titres, mais je sais que j'avais été frappée par ces premiers courts-métrages dans lesquels elle joue, elle, et que je trouve incroyable, notamment sur ces personnages féminins et leur manière aussi de se rapporter aux autres. Et c'est vrai que c'est marrant, cette scène de fin que tu nous as décrite, c'est un petit peu, je trouve, l'état dans lequel est le spectateur pendant tout le film, dans le sens où on n'est jamais assez proche d'elle pour comprendre ce qu'elle traverse, on voudrait l'aider, on voudrait en pâtir, et on empathie, il y a beaucoup d'émotions dans le film, mais on est toujours spectateur de sa vie qu'elle traverse sans vraiment avoir de dénouement ou de grandes étapes. C'est très juste, ouais. Et c'est quelque chose qui est beau. Enfin,
je trouve que tous ces personnages, ils restent un peu mystérieux jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jamais t'es dans dans une identification absolue, parce qu'en fait, à la fois, il y a des choses de son expérience auxquelles tu peux te rapporter, et puis il y a quelque chose qui reste inexpliqué et inexplicable, en fait, et pour le personnage lui-même, d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est une chose hyper belle des films que de pas chercher à expliquer des choses de l'existence, et justement de faire en sorte que le cinéma soit aussi un lieu où on n'explique pas les choses. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle parce que dans cette scène de fin, elle regarde par une fenêtre, donc il y a quand même une espèce de voile d'opacité quand même qui la sépare de cet homme, et ça renvoie à la place un peu du spectateur aussi qui reste... Oui, c'est ça, en distance. Et même à un moment, la mère verbalise ça, elle lui dit « je sais pas qui tu es ». Et la fille lui répond « si, tu sais très bien, mais c'est juste que t'as pas envie de le voir ou que t'as pas envie de le comprendre ou quoi que ce soit ». Mais il y a un truc où il y a une verbalisation de cet état pendant le film qui est assez intéressant. Parce qu'elle a des rapports avec sa mère pas très chaleureux, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, la famille... Bon, mais là, j'aurais dû prendre un carnet parce que j'oublie tous les titres, mais je trouve que dans tous les films, il y a un film génial aussi qui se passe dans une grande maison un peu à la périphérie de Berlin, dans lequel elle-même joue justement le personnage de la mère. Et c'est des familles complexes, quoi. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant, la façon dont elle démonte aussi, c'est le rôle de la maternité. Je veux dire que le personnage de la mère, c'est pas de faire en sorte que l'espace domestique soit un lieu, une petite usine où tout fonctionne et où le petit-déj est à sa place au moment où il faut partir à l'école, etc. C'est elle a des personnages de mère qui sont totalement à contre-temps et qui repoussent en fait le rôle et la fonction de la maternité. Et je crois que c'est dans J'étais à la maison, mais qu'à un moment elle hurle sur son fils qui a essayé de faire des crêpes ou je sais pas quoi, et qu'elle met ses deux gamins à la porte, et ça, je trouve que c'est des moments que je trouve absolument géniaux. Pour répondre à notre question « Quel film à transmettre aux extraterrestres s'ils arrivaient sur Terre ?», Alice Leroy nous répond non sans malice par la série américaine désormais culte The Twilight Zone. Ce que j'aime en fait dans la série originelle, c'est la façon dont le médium ou média de la télévision est pris dans une forme d'hyper réflexivité par rapport à la place qu'il occupe dans les foyers, donc avec aussi toute cette espèce de terreur en fait inhérente à cette espèce de petite fenêtre qui est à la fois un miroir et voilà, et qui te renvoie une image cauchemardesque de l'Amérique de la guerre froide, quoi, parce qu'en fait il est question de ce contexte. Oui, je trouve que du coup Twilight Zone, c'est une série ultra paranoïaque et psychotique, mais qui est à l'image de et surtout, j'allais dire, de la famille états-unienne de l'époque. Et je trouve que comme objet comme archive, et comme proposition, c'est absolument génial. Et il faudrait imaginer une sorte de remake contemporain de The Twilight Zone. Et je trouve aussi que c'est une série qui prend en compte dans son écriture le fait que tu la regardes depuis ton canapé. Que tu es dans un espace qui est a priori familier, domestique. Et je trouve que c'est une série qui joue tout le temps sur l'idée d'un espace familier qui tout à coup bascule dans quelque chose de totalement effrayant et paranoïaque, parce que tous les repères qu'on avait disparaissent. Et je trouve que ça, c'est des choses qui en termes d'écriture sont assez passionnantes. De toute façon, je crois qu'on l'a beaucoup célébré aussi comme vraiment exemple de créativité lorsque la série a été créée.
Et des années après, ou toujours aujourd'hui, c'est vraiment toujours un exemple de créativité à la télévision. Comme voilà, espace que la télévision a offert à des émissions et des œuvres. Enfin voilà, un vrai espace de liberté comme on n'en a plus aujourd'hui, en fait. Et comme on le retrouve un peu sur Internet, mais de moins en moins. Après, c'est aussi peut-être une question d'époque, parce que je pense que, alors je sais pas, Rod Sterling à la télévision américaine, c'est des chaînes privées. Je sais pas exactement quel est le modèle de production, enfin comment ça fonctionne. Mais j'ai l'impression quand même dans les années, que les années 60 en général sont une espèce d'âge d'or. 60 et 70, on pourrait dire, sont une espèce d'âge d'or de la télévision, aussi bien de la télévision publique en Europe. Enfin, je crois qu'il y a tellement à la fois de cinéastes qui ont fait des films produits par la télévision, puis il y a des cinéastes qui se reconvertissent complètement. Je pense à Rossellini qui va travailler pour la RAI. Ouais. Et en France, tu pourrais dire la même chose de Romer. Enfin, il y a plein enfin, il y a une quantité. Et puis, par exemple, en France, il y a ce truc, il y a cette chose magnifique qui est comment ça s'appelle, La Clé des songes de René et Marker, vous voyez Ah oui, c'est une émission, tout à fait. Une émission qui propose en fait aux téléspectateurs d'appeler je sais pas, le standard de l'émission pour raconter un rêve, et puis la semaine suivante leur rêve est mis en scène. Ouais, ça devient l'épisode de la semaine suivante. Et ça, je trouve que c'est être dans quelque chose qui est de l'ordre presque du lien direct que la télévision peut établir, du lien presque immédiat, cette espèce d'utopie de la télévision et du rapport qu'elle peut construire avec ses spectateurs, qui est pas du tout celui du cinéma. Et j'ai l'impression que différemment aux États-Unis, où les systèmes il n'y a pas de télévision publique, ça se joue à d'autres endroits, mais qu'il y a eu des choses, il y a eu des propositions, des choses incroyables. Par exemple, moi, une émission que j'adore, c'est celle de Robert Gardner. Ça me donne l'occasion d'en parler, puisque j'ai pas eu j'ai jamais répondu, je pense, par son nom dans vos questions. Et c'est un cinéaste important pour moi, mais Robert Gardner, qui est un anthropologue et cinéaste, dont moi j'aime beaucoup les films, a fait pendant une dizaine d'années sur une chaîne de télévision locale à Boston une émission qui s'appelait Screening Room, où il a reçu, je pense une grande partie des cinéastes expérimentaux les plus importants de l'époque, dont Stan Brakhage, dont il était ami, mais je crois que même Jean Rouch est passé par là. Enfin, ils étaient un certain nombre aussi donc dans le documentaire et surtout le cinéma expérimental à venir non seulement parler de leur rapport et de leur pratique du cinéma, mais aussi à montrer des films entiers. Donc c'est assez inouï d'imaginer que des films comme ça passaient à la télévision. Et Gardner, quand je l'avais rencontré, m'avait raconté comment il avait été arrêté un soir par la police à Boston, et que le flic qui lui demandait ses papiers, tout à coup lui dit « Ah, mais vous êtes le gars de Screening Room ». Et il me dit, mais en fait, comme l'émission passait à une heure très tardive, en fait, parmi les téléspectateurs, il y avait des policiers qui regardaient des films expérimentaux. Mais alors, on va rester dans le cinéma expérimental et on va totalement sortir de la télé et de son canapé, parce que on t'a demandé s'il existait pour toi un film quand même à transmettre aux générations futures pour faire corps. Et alors, tu nous as répondu par Christmas on Earth, le seul film, je crois, de Barbara Rubin, et qui est un film dans un dispositif très particulier. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est Barbara Rubin et en quoi consiste ce film ? Non, mais c'était une blague, parce que je trouvais que oui, des c'est générations important d'en parler, futures. je trouve, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, alors après, tu nous as dit que tu avais quelques petites réticences par rapport à cette idée de transmettre aux générations futures des films comme ça. Mais, alors, même si pour moi, ça a été important d'avoir des figures de passeurs, ou de passeuses d'ailleurs, je trouve que ce rôle un peu de la figure d'autorité qui dit regarde ça, je trouve que c'est un rôle difficile à assumer. Et j'aime pas bien l'idée de se dire, voilà, il y a un film qu'il faudrait que toutes les générations voient. Donc c'était un peu, c'était plutôt une boutade de dire, parce qu'en fait le film de Barbara Rubin, je sais pas, vous l'avez pas vu, il est impossible. Alors moi j'ai eu la chance de le voir au Centre Pompidou. Alors non, quand je faisais mes études à Berlin. Ah super. Donc avec le dispositif de la projection double écran, tout ça. C'est ça, et avec une radio allumée aussi, une radio locale. La question du son, elle est primordiale, c'est que est-ce qu'on est fidèle à la proposition de Barbara Rubin, ou bien est-ce que on fait une sorte de montage des musiques de l'époque. C'est ça. Non, là, c'était vraiment une radio locale qui jouait. Donc, et puis parfois, ils s'amusaient à jouer avec le tuner de la radio, donc on changeait de station. Donc, du coup, sans doute, tu l'as vu dans les conditions les plus proches de ce qu'elle décrivait. C'est possible. Puisque la question, c'était
un film pour faire corps et pour tenir ensemble. Et je me suis dit, du coup, il faudrait un film un peu orgiaque. Enfin, il faudrait une sorte d'orgie, quoi. Et le film de Barbara Rubin, on pourrait dire que c'est s'il fallait si on revenait à ces histoires de catégories de la situation de Mécasse, ce serait un film pornographique, puisqu'il est question que de sexe. Je pense que c'est des personnages qui font que c'est toutes les formes de sexualité possibles, même de chat. Tout y est, quoi. Donc c'est un film très pornographique, mais c'est un film qui est construit en fait avec un dispositif très singulier en double écran, puisqu'il y a en fait 2 formats d'images qui sont superposés l'un sur l'autre, si bien que l'image au centre dessine à la fois une sorte de cadre et en même temps de cache par rapport à l'image qui se trouve en dessous. Et donc à la fois, c'est un film très explicite, on voit tout, et c'est souvent filmé en très gros plan. Et en même temps, du coup, du fait de ce dispositif, on voit rien, ou en tout cas, on a du mal à identifier. Je sais pas ce qui serait une pénétration anale, par exemple. On met un certain temps à comprendre ce qu'on est en train de regarder. Et ce que je trouve assez fou dans ce film, c'est à la fois cette espèce de folie et du film, à la fois dans ses images, dans l'expérience de la projection qu'il propose, parce que c'est un film qui est destiné à la salle et qui est destiné même, c'est un film performé en fait, c'est un film qui relève d'une performance puisque la bande son se fait de manière totalement aléatoire en déréglant une radio et en passant comme ça d'une station à l'autre. Et c'est un film qui est aussi hallucinant, je trouve, dans son histoire et l'histoire de sa réalisatrice, puisqu'au moment où elle le tourne, elle a 18 ans, quoi. Elle vient d'arriver à New York, elle est stagiaire, chez Jonas Mekas, et elle rencontre à peu près tout le milieu de la contre-culture américaine, et elle va devenir un petit peu la muse d'Allen Ginsberg, je sais pas, de toutes ces d'ailleurs de tous ces hommes, elle va connaître Bob Dylan, et ce qui est passionnant en fait dans son histoire, c'est que je pense que Barbara Rubin, c'est une très jeune femme qu'on pourrait, je sais pas, décrire comme un personnage un peu borderline, qui est souvent tout au bord d'une sorte de folie, qui emprunte aussi d'un certain mysticisme, et je dis le mot parce que la fin de sa vie, elle la voit basculer dans une pratique très très orthodoxe de la religion juive. Mais je pense que c'est aussi un personnage en quête d'utopie, Barbara Rubin, et moi c'est une chose qui me l'a rendue hyper attachante, et j'ai l'impression que son film parle que de ça. Le titre en fait, Christmas on Earth, c'est le Noël sur la terre, c'est un vers d'une saison en enfer. Et elle est complètement rimbaldienne, comme dans son existence, aussi dans sa disparition, la façon dont et Mekas, en fait, dans son hommage à Rubin, disait que bon, je le cite mal, mais en gros, de la même manière que Rimbaud a disparu, est parti en Afrique, elle est partie sur des terres lointaines. Et effectivement, en fait, elle, à un moment donné, je pense que déçue aussi de l'expérience un peu de vie communautaire avec Ginsberg, avec qui elle espérait avoir un enfant alors qu'il est homosexuel. Donc elle a déçu un petit peu de ces rencontres-là, puis du fait que peut-être ce rêve, cette utopie à laquelle elle aspire ne se réalise pas dans le milieu de la contre-culture. Elle se convertit au judaïsme, et à un judaïsme très strict. Très strict, ouais. Et elle épouse un type puis un autre, et en fait elle part en France. Il faut imaginer que Barbara Rubin a vécu à Aix-les-Bains, où elle a eu 5 enfants, et elle meurt après la naissance de son 5e enfant, je pense dans une communauté très fermée. Et je sais pas où elle est enterrée, mais j'aimerais bien aller voir sa tombe. They tell me I should be always searching, but I'm only celebrating what I see. I am searching for nothing. I am happy.
searching for nothing. I am happy. I am searching for nothing. I am happy. C'est la voix de Jonas Mekas que vous pouvez entendre ici, et c'est aussi ce cinéaste qu'Alice a choisi comme refuge à travers ses films Walden et Lost, Lost, Lost. Ce qui moi me réconforte, on pourrait dire, je sais pas, dans les films de Mekas et dans ces films-là en particulier, c'est l'idée que peut-être aussi que dans cette espèce de chronique désordonnée que tient Mekas avec sa caméra, la caméra c'est à la fois c'est pas seulement un outil d'écriture du quotidien, mais c'est presque un outil c'est presque une manière de créer un lien avec le monde, quoi, d'inscrire un peu sa place dans un monde où elle est pas facile à trouver, et j'imagine particulièrement pour lui parce que il l'a dit en plus à un moment que il avait trouvé sa maison, c'était le cinéma. Ouais, oui, lui il le dit de manière très romantique, mais je pense de façon plus peut-être plus simple et plus prosaïque. Tu sens que pour quelqu'un qui arrive de la Lituanie, qui a eu un parcours un peu chaotique et qui connaît presque rien en fait en arrivant à New York, il y a une manière de faire du ciné, enfin de faire de la caméra une espèce d'outil d'exploration du monde et un outil de rencontre, quoi. Et ça, je sais pas, moi je trouve que en tout cas dans son cinéma, moi j'ai l'impression de retrouver une sorte de maison, quoi, un endroit familier, un endroit dans lequel je suis bien. Et je saurais pas dire, parce qu'en même temps c'est des films qui racontent rien, et c'est des films qui m'intéressent pas tellement pour la chronique qu'ils font de la vie de Mekas, mais qui m'intéressent plutôt pour la façon dont ils saisissent des instants complètement insignifiants de l'existence. Et je crois que c'est les choses qui m'émeuvent le plus dans le cinéma de Mekas. Et est-ce que tu les vois ou revois souvent, même par bribes ? Je les revois pas souvent, mais mais je les ai en DVD et je les revois dans je sais pas, je les revois dans certains contextes. Mais c'est des films que j'aime bien revoir seul, ouais. Et je trouve que c'est des films qui, moi, me donnent le spleen et que je trouve font du bien, quoi. Je sais pas, d'ailleurs, c'est des films sur lesquels j'ai jamais écrit et dont j'aurais du mal à parler, en fait. Et d'ailleurs, j'en parle très mal. mais c'est des films qui comptent pour moi. Merci beaucoup, Alice. Merci. On en profite pour remercier Élodie Imbeau de la Cinémathèque de nous permettre d'enregistrer à la Cinémathèque et Gabriel Régnier pour sa musique.